Bienvenue sur Interlude Parfumé, le podcast dédié à l'univers aussi mystérieux que passionnant du parfum. Le sujet du jour a plutôt mauvaise presse, et à l'heure du greenbashing, parler de chimie est un acte pédagogique. C'est certainement le plus technique des épisodes diffusés jusqu'à présent sur ce podcast, que je consacre donc à l'histoire de la chimie des parfums. J'adopte d'ailleurs un format un peu spécial parce que c'est un sujet trop vaste pour être traité en un seul épisode. Je vous propose donc une série d'épisodes diffusés sur plusieurs semaines pour s'intéresser en profondeur au sujet, avec des histoires de chimistes, de leurs découvertes, des histoires de parfums et de parfumeurs. Pour les jeunes pousses de la parfumerie qui nous écoutent, vous retrouverez dans le descriptif de l'épisode le lien vers un article qui définit les termes techniques et les notions à connaître pour apprécier pleinement les histoires racontées par mon invité. Les étudiants en parfumerie ont une fâcheuse tendance à détester la chimie. Et soit dit en passant, c'est un peu la même chose du côté des consommateurs. Ils s'intéressent d'abord à l'aspect artistique et sensoriel du parfum plutôt qu'à sa technique. Et c'est bien normal. Pourtant, si on veut réellement comprendre le parfum, la chimie peut s'avérer être une excellente alliée. C'est en tout cas le message porté haut et fort par mon invité du jour, Olivier David, un personnage passionné et passionnant, doté d'une multitude de casquettes. Il est avant tout enseignant-chercheur en chimie et responsable du master de parfumerie FESAPCA, géré par l'Université de Versailles-Saint-Quentin en partenariat avec l'École supérieure du parfum. Il est aussi chroniqueur au collectif Nez, dont je vous conseille vivement les magazines et ouvrages de leur librairie. Olivier David donne aussi des conférences à l'ensemble de la profession par l'intermédiaire de l'osmothèque. Et enfin, une dernière activité et non des moindres, Olivier a aussi monté un laboratoire de recherche et développement de matières odorantes au sein de son université. Maintenant que vous en savez un peu plus sur mon invité, laissons place à son sujet de prédilection. Car si Olivier s'est épris du parfum, c'est bien par l'intermédiaire de la chimie. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, moi j'avais vraiment une vocation je voulais être chimiste assez rapidement. Et puis les études ont fait que ça a pu se faire de manière très rectiligne. Faire le bac, aller à l'université, aller à la thèse, et puis faire tout ce que fait un futur chercheur qui rentre à l'université. Mais j'étais pas spécialement attiré par le parfum. En fait, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les aromaticiens. On m'a surtout fait travailler avec les aromaticiens et les cosméticiens. Et puis c'était quoi, en 2011-2012. Le professeur, c'était Régis Goumont, qui gère le master, qui faisait aussi le cours de chimie organique et qui, avec ses emplois du temps, pouvait plus. Il m'a dit, est-ce que tu voudrais reprendre le cours de chimie pour le master, donc aux trois domaines. Et puis en fait, j'ai découvert que du côté chimie, il y avait des choses absolument géniales. Si on compte, en fait, il doit y avoir 3 ou 4 prix Nobel qui ont travaillé sur des sujets qui ont donné des molécules pour les parfumeurs. Et puis en même temps, en fait, j'ai découvert le site Au Parfum. Au bout d'un moment, en fait, la passion te prend, donc tu te mets à acheter des parfums, tu te mets à sentir plein de choses, et puis tout s'empile en quelque sorte. Et puis d'un seul coup, voilà, on arrive où on se dit, ouais, moi j'aimerais bien aussi faire des molécules, j'aimerais bien travailler pour les parfumeurs. Mais en tout cas, les contacts que j'ai avec les gens que j'aime dans la parfumerie font que je trouve ça hyper enrichissant. Je m'éclate, quoi. Ce premier épisode de la série se focalise sur l'histoire de 4 chimistes qui ont œuvré de la fin du 19e au milieu du 20e siècle. À eux 4, ils ont découvert entre autres la vanilline, les ionones, le muscambrette, l'aldéhyde C12MNA ou encore les vernyls. Mais avant de se plonger dans ce récit, quelques mots sur l'œuvre musicale choisie par Olivier David pour accompagner la série d'épisodes. François Couperin a été musicien à la chambre de Louis XIV. Donc je trouverais rigolo, parce que maintenant que je suis versaillais et puis que la parfumerie est quand même bien implantée à Versailles, de prendre un compositeur qui était versaillais, qui est donc François Couperin. C'est lui qui a fait la mode de la musique française, mais il était amoureux de la musique italienne. En fait, si on devait trouver une matière qui parlerait de Couperin, ce serait justement l'iris. Ce fameux iris qui était cultivé à Florence, qui a été implanté en France et qui donc
a été évidemment déterminant dans la parfumerie française, avec ce côté de sophistication, mais aussi de douceur. Et ça me fait penser à Couperin tout de suite. Ferdinand Timann est un chimiste allemand de la fin du XIXe siècle et c'est la première histoire que nous raconte Olivier David. Donc si on commence avec Ferdinand Timann, lui, il était professeur de chimie à l'université de Berlin, donc chimiste d'université, recherche fondamentale, il travaillait sur des molécules. Et un jour, il s'est intéressé à la vanilline. On peut trouver de la vanilline sur des gousses de vanille naturelles, hein. Des fois, ça cristallise spontanément, c'est ce qu'on appelle le givre de vanille, et que ça avait été étudié depuis vraiment très longtemps, mais que personne n'avait réussi à trouver la formule réelle de la vanilline. Donc c'était vraiment un challenge pour un chimiste. Comme il était jeune et pétulant, il s'est dit peut-être que moi je peux essayer, et il a réussi. Et c'est comme ça qu'en 74, il a réussi à trouver la véritable structure de la vanilline. Et je pense que le côté éducation à l'allemande de l'époque a fait qu'il a tout de suite vu l'intérêt industriel pour ça. Parce qu'évidemment, déjà à l'époque, la vanille, en tout cas, était extrêmement chère. Et il s'est rapproché d'un collègue qui, lui, était entrepreneur, Wilhelm Hartmann. Et ils ont travaillé ensemble tout de suite. Et en fait, Ferdinand Timann a même participé à la création de l'entreprise, alors qui s'appelait la Vanilline Fabrique, pour tout de suite appliquer le procédé qu'il avait trouvé pour réussir à faire la vanilline, puisqu'il avait réussi à savoir comment elle était constituée au niveau de la molécule. Et ils ont réussi pour la première fois à la fabriquer à partir de la fameuse coniférine, qui est un sous-produit en fait de l'industrie du papier. C'est donc une molécule qu'on trouve dans les conifères, comme son nom l'indique. Et c'est comme ça qu'ils ont tout de suite installé une petite industrie au beau milieu d'une forêt de sapins, dans la ville qui s'appelle Holzminden, donc l'endroit des sapins en allemand, et qui réutilisait tout de suite sur place en fait les sous-produits de l'industrie de l'exploitation des pins de la forêt. Tout de suite après la création, ils se sont dit en fait le procédé qui fait la vanilline à partir de la coniférine n'a pas un rendement terrible, ce qui fait que la vanilline qu'ils produisaient, elle était quand même encore chère. Et ils ont fait appel à un troisième collaborateur qui est Riemer, et ils ont découvert une autre procédé de synthèse de la vanilline à partir de dérivés de pétrole. Donc là, vraiment de la vanilline synthétique. Et ça, à partir de 76, en fait, ils ont réussi à produire de la vanilline de synthèse qui avait vraiment des coûts extrêmement bas. Et à partir de là, il y a eu vraiment une progression de la société qui s'est faite très très fort. Donc, Riemer est resté avec Hartmann, et donc ça a fondé la société qui est restée très longtemps une des leaders dans la synthèse des matières pour la parfumerie. Donc, Hartmann et Riemer, qui est devenu Symrise à la fin du XXe. À partir de là, en fait, Timann, lui, est toujours resté un scientifique, mais il avait toujours un intérêt pour les molécules odorantes. Et à partir de là, ayant eu le succès de la vanilline, en quelque sorte, il s'est tourné vers d'autres molécules. Et c'est vraiment un monsieur qui va s'intéresser à tout un tas de molécules qui vont avoir un intérêt en parfumerie. Donc, en 1877, c'est la coumarine. Ensuite, en 78, il réussit à faire de l'héliotropine de synthèse. Et puis, en fait, le plus grand succès, en quelque sorte, de sa vie scientifique côté parfumerie, ça va être les ionones et les méthylionones. Parce qu'à partir de là, en fait, Hartmann et Riemer finançaient des recherches, et ils ont notamment voulu financer des recherches sur l'essence de violette, puisqu'à l'époque, on avait de l'essence de violette, qui était le produit le plus cher de la parfumerie, mais de loin. Et à tel point, en fait, que à côté, le beurre d'iris était considéré comme peu onéreux. Donc, c'est dire si c'était une matière exorbitante. Et alors, ils vont pas réussir malheureusement à isoler ce qui donne leur odeur à l'essence de violette, mais ils se sont dit, justement, il y a une odeur qui est très proche, c'est le beurre d'iris. Pour nous, c'est beaucoup moins cher, donc on va essayer d'étudier le beurre d'iris. Et là, ils ont réussi assez vite. Ils ont réussi à isoler les irones du beurre d'iris. Et
c'est une sorte de, là pour le coup c'est le hasard en quelque sorte, en essayant de fabriquer de l'irone synthétique, il réussira à faire des ionones. Et là, ça va vraiment être une révolution parce que donc en 93, il a les ionones. Ils ont apparemment, sûrement un peu avant, eu des contacts avec Roger Gallet, puisque en 1893, en même temps qu'il dépose le brevet, en fait, Roger Gallet sort la fameuse sa violette. C'était Vera Violetta, hein, dans mon souvenir. Et puis ensuite, bah, il va évidemment faire des dérivés. Il va faire les méthylionones, qui sont des matières qui sont hyper importantes en parfumerie, hein, puisque autant les ionones ont un côté très violette qui est important pour faire des violettes, mais les méthylionones sont beaucoup plus versatiles, à permettre de faire beaucoup de choses en parfumerie. Et donc ça, il les découvre l'année suivante, en 94. Et puis après, ben, en fait, il va étudier vraiment quasiment tout. Il n'aura pas des succès partout, mais par exemple, en 95, il va avoir des synthèses pour le linalol et le géraniol. Donc là, il avait étudié. Alors le linalol, à l'époque, ils étudiaient plutôt le bois de rose, et le géraniol, c'est parce qu'il étudiait l'essence de rose bulgare. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu une chance au début de sa carrière. Ça lui a permis ensuite d'avoir des contacts rapprochés avec une société auquel il a participé pour la fondation. Lui, en quelque sorte, il posait les jalons à chaque fois qu'on lui disait cette molécule-là intéressante. Il lui disait pas de problème, j'améliore le procédé. Puis une fois qu'il avait fini, il passait à la matière suivante. Albert Bohr est un contemporain de Ferdinand Timann, lui aussi chimiste à la fin du XIXe siècle. Albert Bohr était alsacien, mais à une époque où l'Alsace faisait partie de l'Allemagne. Elle avait été cédée par la France après la guerre. Et donc, Albert Bohr, lui, a le même parcours que Ferdinand Timann. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des recherches en chimie, qui finit par obtenir un poste pour faire une thèse. Et il va faire une thèse avec quelqu'un qui avait étudié des très vieilles molécules qui avaient été découvertes par un apothicaire allemand qui s'appelle Sigismond Marggraf, et qui avait trouvé, de manière complètement par hasard, qui avait trouvé une méthode pour fabriquer ce qu'il appelait un musc artificiel. Et donc Sigismond Marggraf, il avait trouvé qu'en mettant de l'acide nitrique sur de l'huile d'ambre, il obtenait une matière un peu résineuse qui avait une forte odeur de musc. Lui, on n'a pas fait grand-chose dans son cabinet d'apothicaire, mais en tout cas, il note dans son traité qu'il a obtenu une matière qui sentait beaucoup le musc. Et ça, par contre, si lui en a rien fait, il y a pas mal de chimistes, donc on peut suivre en gros 5-6 chimistes qui, après lui, ont essayé de comprendre ce qui se passait quand on mettait l'acide nitrique sur l'huile d'ambre et ce qu'on faisait. Et en fait, le dernier chimiste de la série, en quelque sorte, qui a étudié ce musc artificiel, en fait, ça a été le directeur de la thèse d'Albert Bohr, qui a donc donné à Albert Bohr un projet qui était d'étudier certaines molécules qui ressemblaient à ce qu'on trouvait dans l'huile d'ambre pour voir si on obtenait des odeurs de musc en mettant de l'acide nitrique. Et en fait, pendant sa thèse, il va réussir. Il va trouver une molécule qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans l'huile d'ambre et qui donne une odeur de musc vraiment très forte. Et donc qui est évidemment très rare, parce qu'à part le musc et la civette, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de produits à odeur de musc. Et en fait, il va passer sa thèse et juste après, il s'est dit, cette découverte, je vais la valoriser. Donc, plutôt que de la publier et de la rendre publique, je vais la breveter. Et c'est comme ça, en fait, qu'en 1888, c'est lui qui dépose le brevet du musc. Alors, il appelle ça le musc toluen. Et il sera connu très très vite, en fait, sous le nom de musc Bohr, puisque les parfumeurs vont lui donner le nom, en fait, de l'inventeur. Et je sais qu'en ayant discuté avec les parfumeurs de chez Guerlain, en fait, on trouve les formules de chez Guerlain qui, dès 1889-1890, incorporent du musc Bohr dans les formules. En 91, il découvre le musc ambrette. C'est pas lui qui le découvre, mais c'est lui qui va améliorer le procédé pour fabriquer le musc xylène. Et pareil pour le musc cétone. Musc xylène, ambrette et cétone, ça va vraiment être les grands piliers
des notes musquées jusque dans les années 70, hein, en gros. Par exemple, le muscambrette, qui est le plus cher parce que la synthèse demande plus d'étapes, elle est un peu plus délicate. Donc à la fin, le muscambrette est un peu plus cher, mais il a des facettes qui sont vraiment uniques, légèrement florales, légèrement anisiques. Et par exemple, on dit toujours que l'air du temps de Nina Ricci par Fabron aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu le muscambrette. À l'époque, en fait, quand ils l'ont commercialisé, ils trouvaient que la note du muscambrette rappelait celle de la graine d'ambrette. De nos jours, on trouve que c'est quand même pas très proche. On a des muscs comme l'exaltolide ou l'ambrettolide, justement, qui sont beaucoup plus proches. Mais il n'y a absolument pas de muscambrette dans la graine d'ambrette. Donc c'est quelqu'un qui avait, pour le coup, lui, tout de suite l'esprit entrepreneur. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant qu'on peut commercialiser, je le protège et je le fais produire. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de sa vie, quand les brevets auront expiré, donc il a plus tellement de revenus en fait de l'exploitation de ces brevets, il va fonder une petite société à côté de l'Allemagne qu'il va appeler Flora. Il va installer cette petite société à Dubendorf. Et cette société Flora, en fait, va perdurer de fil en aiguille. Elle va finir par être achetée par Givaudan. Et en fait, c'est sur le site de l'usine de Monsieur Bord que Givaudan va me faire son grand pôle de recherche et développement. Alors, ils ont déménagé, je crois, il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc, ils sont plus là-dessus. Et ils ont retrouvé apparemment dans le sous-sol des produits que Monsieur Bord avait laissés quand il a arrêté la société Flora. Georges Darzins est un chimiste français. Il œuvre de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Alors là, on était en Allemagne parce que en fait, il y avait un réseau d'universités et d'écoles d'ingénieurs qui était très développé en Allemagne et qui formait donc des chimistes qui étaient sensibilisés aux préoccupations industrielles, on dirait comme ça de nos jours. Alors en France, c'était également aussi le cas. On était une des l'autre grande nation de la chimie, puisque c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est les grands progrès de la chimie, et notamment de la chimie organique, qui permettent de découvrir des molécules et de les fabriquer. Et il y en a un qui est extrêmement marquant pour l'industrie de la parfumerie, c'est Georges Darzins. Et c'est quelqu'un qui, pour autant, en fait, était vraiment le prototype du chercheur à la française, puisque c'était un polytechnicien. Donc quelqu'un d'extrêmement doué, qui touchait à tout, puisqu'il était très bon en physique, en maths. Et en fait, il va travailler dans le laboratoire de Polytechnique et il va trouver ça intéressant, les molécules. Et puis apparemment, c'était quelqu'un qui avait l'air assez bon vivant, et donc il va aussi s'intéresser à l'odeur. Et il va faire des petites recherches, mais vraiment, il dit en quasiment dilettante, pour s'amuser sur des molécules, et il va trouver des choses. Ce qui fait qu'il va assez vite attirer l'attention des parfumeries Pivert. Et donc, il devient le directeur du laboratoire de recherche des parfumeries Pivert. Alors, ce qui est extrêmement novateur pour l'époque. Je crois qu'il venait apparemment 1 ou 2 fois par semaine dans le laboratoire, et il gérait le laboratoire qui faisait vraiment que des molécules odorantes. Alors en 96, il va avoir sa découverte qui va le rendre vraiment assez célèbre, en tout cas en parfumerie, puisqu'il découvre le salicylate d'amyle, et donc la méthode pour en fabriquer de façon très rentable. Et donc les parfumeurs de chez Pivert vont immédiatement évidemment utiliser cette molécule extrêmement atypique du point de vue de l'odeur, qui va leur permettre de créer le fameux accord de trèfle qui sera présent dans le trèfle incarnat. Alors le salicylate d'amyle, alors quand on le sent tout seul, en fait, il y a cette espèce d'odeur qui est un peu verte, un petit peu plastique. En pur, c'est pas extrêmement agréable, on peut pas dire. Mais alors pour le trèfle incarnat, si j'ai bien compris, en fait, il y a un accord qui est fait avec de l'ilang, puis un peu de coumarine parce que c'est une structure de fougère. Donc là, en quelque sorte, lui, il découvre une molécule, il a pas une formation, on pourrait pas dire ça, mais il a une sorte d'appétence pour les odeurs qui lui permet de dire, ça, c'est une odeur intéressante. Et les parfumeurs s'en emparent, mais immédiatement, puisqu'en quelque sorte, il
Il sort de son laboratoire, il va voir le parfumeur et il lui dit: «Est-ce que ça t'intéresse?» Et tout de suite, le parfumeur peut formuler avec. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique et il faudra attendre en fait les très grandes sociétés, hein, comme IFF, Givaudan, pour qu'il y ait une interaction aussi forte entre les chimistes et les parfumeurs, pour les molécules, nouvelles. Et donc ensuite, bah, une fois qu'il était là, il était embauché, donc il était en quelque sorte rétribué pour trouver des molécules odorantes, et il va mener en parallèle des recherches qui lui permettent d'avoir des avancées en chimie fondamentale. Alors ça va être le cas de la méthode qui pour le coup le rend connu, mais du côté des chimistes, qui est ce qu'on appelle nous la synthèse glycidique des aldéhydes. C'est en quelque sorte une avancée dans la chimie organique et d'ailleurs nous, quand on l'enseigne, hein, c'est la réaction de Darzens qui peut s'appliquer à tout un tas de molécules. Et lui, il l'a appliqué à des molécules qui pouvaient être intéressantes en parfumerie. Et c'est comme ça qu'il va découvrir l'aldéhyde qu'on appelle maintenant C12-MNA, qui a ce côté très savonneux, très métallique, avec des accents un peu hespéridés. Et la C12-MNA, de la même façon, va être immédiatement utilisée par les parfumeurs de chez Piver. Et sa première utilisation, c'est l'année suivante dans Florami. Il va falloir attendre les progrès de la chimie pour qu'on puisse produire d'autres aldéhydes et que Ernest Beau puisse faire le numéro 5. Mais les tout premiers, voilà, c'est 1903. On sait par exemple aussi que c'est lui qui va pour la première fois dans les laboratoires de Piver appliquer la fameuse réduction de Bouvreau blanc pour fabriquer l'alcool phényléthylique, donc l'APE. L'APE, c'est vraiment une matière odorante, donc il y en a en assez petite quantité, mais c'est extrêmement important pour l'odeur dans la rose. Et la plus grosse quantité, en fait, c'est dans l'eau de rose. Et donc, c'est une matière extrêmement importante quand on veut faire une rose réaliste. Et puis, il a encore eu une découverte. C'est pareil, on sait par exemple que pour l'IBQ, donc qui est l'isobutylquinoline, le chimiste qui a découvert la méthode pour faire les quinolines, c'était Monsieur Scrope. Sauf que Monsieur Scrope n'a jamais fabriqué spécifiquement l'isobutylquinoline parce qu'il s'intéressait pas aux molécules odorantes. Hein. Et c'est encore une fois, Monsieur Darzens, qui a dit, bah tiens, il y a cette méthode pour fabriquer les molécules, là, comme Monsieur Scrope l'a décrite, ça pourrait être intéressant parce que ces molécules-là, elles ont des odeurs extrêmement fortes. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une dans la famille qui aurait une odeur qu'un parfumeur peut utiliser? Et c'est ce qu'il a fait, et celle qui a un groupement qu'on appelle, nous, isobutyl, c'est celle qui a donc cette odeur particulière cuirée, qui sent un petit peu aussi le poivron. Alors, le parfum dans lequel on peut le sentir vraiment très fort, c'est le fameux Bandit de Piguet, que Germaine Cellier, donc une parfumeuse absolument extraordinaire, qui a aussi une vie tout à fait admirable. Donc, c'est vraiment une odeur très... Alors, c'est viril hein, comme odeur, c'est une odeur de cuir, un peu goudronneuse d'ailleurs, et avec une facette quasiment verte de poivron, qui lui donne donc, qui l'évite d'être complètement sombre, ça lui donne beaucoup de vivacité dès le départ. Et donc, c'est une molécule qui est très puissante, donc il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Et donc, dans Bandit, Germaine Cellier en avait mis une forte dose, alors qu'elle a bien enrobé avec de l'armoise, avec des patchoulis, donc, et c'est le premier, c'est l'isobutyl qui a permis de faire Bandit, qui est a priori le premier chypre cuiré vraiment marquant, et qui a eu une longue descendance, puisqu'après Bandit, on peut, voilà, ça a été l'inspiration pour Cabochard, par exemple. Donc là, c'est Bernard Champ qui a fait Cabochard, et il a vraiment reconnu hein, que pour lui, Cabochard, c'était pour faire une prolongation moderne du Bandit de Germaine Cellier. Donc lui, c'était vraiment, c'est quasiment un modèle maintenant que je suis un chimiste qui s'intéresse aux molécules odorantes, parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait une préoccupation fondamentale, mais qui tout de suite appliquait ça à la chimie des odeurs, mais parce que je pense que personnellement, il avait aussi un goût, une appétence pour ça, et qu'il était capable déjà, en quelque sorte, de présenter aux parfumeurs des molécules qui pouvaient avoir un intérêt. C'est quand même quelqu'un qui a découvert beaucoup de choses très différentes et qui ont marqué, en quelque sorte, la parfumerie, hein, je trouve. Adolphe Sohn est un chimiste allemand du début du XXe siècle.
Maintenant qu'on est dans les chypres, ça va nous amener à Adolphe Sohn, ou Sohn. Bon, il est allemand, donc je pense qu'on disait plutôt Sohn. Alors là, pour le coup, je préviens tout de suite, ça va être une histoire vraiment triste. Adolphe Sohn, donc c'est un chimiste dont on sait assez peu de choses. Par contre, on sait qu'il était chimiste à l'université de Königsberg, où il a travaillé sur plusieurs molécules naturelles. Il était apparemment spécialisé dans les extraits végétaux. Et il va s'intéresser à un moment à une famille de molécules qu'on appelait les orcines, qui dérivent en fait du nom latin des mousses et des lichens. Il y a eu des chimistes italiens, suisses et allemands qui ont commencé les travaux, mais qui n'ont pas réussi à les aboutir complètement, puisqu'ils n'arrivaient pas à reproduire les molécules qui donnaient leur odeur à la mousse de chêne. Lui va y arriver. Alors à l'époque, dans ses publications, ils appelaient ça la méthylorcine, mais ce sera plus connu ensuite sous le nom d'Evernil, qui est donc la molécule qui donne son côté très moussu, très sous-bois à la mousse de chêne. Il va réussir donc en 1929 à, pour la première fois, synthétiser de l'Evernil synthétique. Malheureusement, il était d'origine juive, et donc au moment où le régime nazi prend toute l'Allemagne, en fait, il va être déporté assez tôt, en fait, et il va mourir en déportation à Theresienstadt. Ce qui fait qu'en quelque sorte, les recherches sur les vernils se sont un peu arrêtées, et il a fallu que ce soit trois chimistes de chez IFF qui reprennent les travaux et qui améliorent son procédé pour pouvoir sortir, mais seulement en 1968, donc vraiment bien longtemps après la découverte, un brevet qui permette de fabriquer de l'Evernil synthétique. Donc là, c'est en quelque sorte, c'est un des exemples dans lequel l'histoire, avec un grand H, malheureusement, dans ce cas-là, de façon tragique, a influencé l'histoire de la parfumerie, parce qu'évidemment, on ne travaille pas la formulation de la même façon quand on a de l'Evernil et de la mousse de chêne. Alors en plus, maintenant, de nos jours, c'est difficile d'avoir de la mousse de chêne. Donc là, alors c'est un exemple un peu, voilà, c'est très triste, c'est très, mais c'est aussi pour dire que l'histoire de la chimie et des produits odorants n'est pas détachée de l'histoire du monde, et que malheureusement, quand des malheurs s'abattent sur le monde, ils s'abattent aussi sur la parfumerie. Donc notamment, là, on a un exemple avec l'Evernil. Le premier volet de la série sur l'histoire de la chimie des parfums s'achève ici. Si vous avez apprécié l'épisode, je serai très heureuse de recevoir commentaires ou encouragements de votre part sur les applications d'écoute ou sur Instagram sur le compte rendez-vous.parfum. Sachez d'ailleurs que Olivier David est aussi très actif sur les réseaux. Vous retrouverez les infos pour entrer en contact avec lui dans la description de l'épisode. À bientôt!